Bon, alors, à peu près 1 heure pour parler de sécurité d'un opérateur de services essentiels, avec un retour d'expérience de là où je travaille, l'assurance maladie. Donc, qui suis-je? Christophe Brocage, je suis ingénieur sécurité pour l'assurance maladie au sein du département sécurité dans la direction informatique de l'assurance maladie. De manière plus personnelle, je participe à l'organisation d'une conférence open source dédiée à la sécurité et au logiciel libre, Pass the Salt. Voilà, tous les ans, début juillet, à Lille, 3 jours gratuits, où il y a des conférences de haut niveau en sécurité et open source. Vous serez les bienvenus. Voilà, ça s'est passé. Hop. Alors, les objectifs de cette présentation. La découverte de la sécurité d'un opérateur de services essentiels. L'assurance maladie est un opérateur de services essentiels. Qu'est-ce qu'un opérateur de services essentiels? C'est défini dans le décret du 23 mai 2018, qui est la transposition de la directive NIS européenne, Network Information Security, dans le droit français. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de secteurs d'activité, dont l'assurance maladie, les services sociaux de manière générale, qui ont été inclus en tant qu'opérateur de services essentiels. Premier disclaimer, on ne va pas couvrir l'intégralité de la sécurité, l'intégralité des choses qui ont marché, pas marché, tout ça. C'est vraiment, on a éditorialisé le contenu. Forcément, où il n'y aura pas tout. Voilà. C'est une volonté de dire, de prendre les points peut-être un peu saillants. Voilà. Et parmi ces points saillants, on verra des choses qui ont fonctionné, des choses où il y a eu des difficultés de mise en œuvre, et des choses aussi où il y a eu des échecs. Voilà. Il faut être très transparent là-dessus. C'est d'ailleurs le but. Il faut que vous partiez, idéalement, avec un maximum d'informations qui soient exploitables dans vos organisations par rapport à ce retour d'expérience. Et vu que nous sommes à B-Boost, on partagera aussi quelques-uns des usages du logiciel libre que l'on fait, les standards ouverts qu'on utilise. Je mets sur les deux le même plan, logiciel libre et standard ouvert. On verra pourquoi tout à l'heure, au niveau de la cybersécurité. Pour mener à bien ces objectifs-là, 4 grands chapitres. On verra l'organisation de l'assurance maladie et de sa sécurité informatique. Ensuite, pour les gens un peu plus techniques, on plongera un peu dans l'architecture. On verra quelques points d'architecture et de sécurité. Ensuite, menaces et défensifs, on verra la défense en profondeur, la détection que l'on peut mettre en place, un peu de réponse à incident, ça ne sera pas complet là aussi, et l'offensif. Donc l'offensif, on verra les apports, les limites et les pistes d'évolution du fait qu'on ait déployé en interne de l'assurance maladie une équipe de pentesters. Donc on a en propre, je fais partie de cette équipe, des pentesters, des gens qui font du test d'intrusion à l'intérieur de l'assurance maladie. Donc un peu d'intro. Oui, parce que pour connaître un opérateur de services essentiels, comme toute structure, il faut savoir ce qu'elle fait, son métier, quelques chiffres, le système d'information et les menaces qui pèsent dessus. Le métier, c'est rembourser les dépenses d'assurance, les dépenses de santé et prévenir les risques. Donc, oui, depuis 18 mois, si vous ne saviez pas ce qu'était l'assurance maladie, vous en avez entendu un petit peu plus parler dans la période du Covid. Voilà, il y a eu des fonctions qui se sont ajoutées au métier de l'assurance maladie. Voilà, les collègues du système d'information, les développeurs, les archis, ils ont été mis à bonne contribution. Et je vous avouerai que la partie sécurité, on a été aussi un peu plus sollicité que la moyenne. Voilà. Le mot dièse, pour une fois, je suis assez raccord avec le mot dièse corporate, fier de protéger. C'était globalement le sentiment qu'on avait avec mes collègues. Voilà, quand on se levait le matin dans cette période-là, on était fiers d'aller au boulot, quoi. Voilà. Ça, c'était le petit côté fierté interne, mais il est véridique. Donc l'assurance maladie, c'est quoi? C'est 64 millions d'assurés. Donc on couvre 94% de la population. On travaille pour cela, pour assurer les remboursements avec 1,2 million de professionnels de santé. Donc le cumul de tout ça, c'est nos utilisateurs potentiels de nos systèmes d'information. Donc voilà, on a besoin d'un peu de scalabilité, un peu de fiabilité, tout ça. Ça, c'est les 167 milliards, c'est le montant des remboursements de santé dans l'année 2019. Vous retrouverez tous ces chiffres sur le rapport annuel de 2019 sur cette URL. Pour qu'on puisse mener à bien tous ces objectifs-là,
On est 82 000 agents, donc ça fait beaucoup, mais si vous le ramenez à 64 millions de personnes, bon, le ratio il n'est pas trop mal. On travaille, il y a 102 caisses primaires en France, il y a des gens du service médical, les DRSM. C'est-à-dire que quand vous avez entendu parler du sujet, ouais, mais ils vont accéder aux données médicales. Oui, on a quand même des médecins au sein de l'assurance maladie qui sont habilités à traiter des informations médicales. Tous les gens de l'assurance maladie ne traitent pas des informations médicales. Voilà. On a aussi des établissements de santé au sein des UGCAM, donc ça fait beaucoup de choses. Et il ne faut pas oublier que la France est aussi des départements d'outre-mer, donc ça fait accessoirement 3 fuseaux horaires. Donc 3 fuseaux horaires dans un système d'information à gérer, ça compte. Alors ça nous fait aller directement sur l'IT que gère l'assurance maladie. Alors, c'est une informatique nationale, ça veut dire qu'elle est développée de manière nationale, elle est exploitée dans 3 data centers, c'est des data centers multisalles. Il y a 15 000 serveurs applicatifs. Alors, c'est le premier point, là, quand vous verrez les pastilles Linux IETF, c'est les éclairages logiciels libres et standards ouverts. Actuellement, on a beaucoup, parmi ces 15 000 serveurs, de serveurs Linux, on a des serveurs applicatifs Tomcat dessus. La base de données de référence de base, avant c'était Oracle. Là, globalement, on est plutôt sur du PostgreSQL. Voilà. On a du Lemon LDAP-NG pour le Web SSO. On a de l'OpenID Connect. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, OpenID Connect, mais bientôt, quand vous allez aller... c'est pas bientôt, c'est quand vous avez l'authentification France Connect, eh bien, c'est de l'OpenID Connect, et on est fournisseur d'identité OpenID Connect pour France Connect, et donc tous les services publics online, vous pouvez utiliser votre identifiant fourni par l'assurance maladie. Et votre authentification se fait chez nous. Voilà. Ensuite, en interne, là on ne parle plus des serveurs applicatifs, mais des serveurs bureautiques. Donc on a des PC sous Windows, il y en a 90 000, des serveurs de proximité, ça peut être des serveurs d'impression, ça peut être des serveurs de fichiers, et tout ça c'est opéré par des services informatiques locaux, dans les centres de CEPAM. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour vous noyer de chiffres, c'est pour que vous compreniez qu'en dehors des data centers, on a aussi de l'informatique partout. Voilà, c'est des petits enjeux, quoi. Voilà, donc segmentation réseau, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont entraînées par cette multiplication de couches d'informatique. Bien entendu, on a un réseau WAN interne dédié. Dessus, il y a des accès Internet qui sont, eux, centralisés au travers de proxy filtrants. On a les flux entrants qui sont bloqués avec des pare-feux nationaux. Et des accès VPN aussi centralisés. Voilà. Donc ça vous avez en 2 slides, grosso modo, la macro de l'IT de l'assurance maladie. C'est très macro. Hein. Voilà. Donc, premier danger, les données. Ça, vous êtes sensibilisé au fait qu'on a beaucoup de données à l'assurance maladie. On a beaucoup de données personnelles. Beaucoup. On a des données médico-administratives. Vous devez commencer à vous dire, si vous êtes informaticien, il va commencer à nous saouler avec tout son verbiage métier. Mais médico-administratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des données véritablement médicales, mais enfin, on vous rembourse, par exemple, des données, on fait des remboursements pour des soins qui sont catégorisés. Donc, l'accès au fait qu'on sait ce pourquoi on vous rembourse, on peut faire un certain nombre de déductions médicales. Donc voilà pourquoi le médical administratif. Et on a des données médicales, mais beaucoup moins qu'on pourrait croire. Voilà. Par exemple, des données médicales, c'est quoi? C'est un dentiste qui va demander une autorisation préalable auprès du médecin conseil de l'assurance maladie pour tel soin. Voilà. Ça, c'est une donnée médicale. Oui, il y a des vrais échanges médicaux. Mais ce n'est pas du remboursement. Et là, voilà, c'est là la nuance. Voilà. C'est juste pour clarifier, l'assurance maladie, ils ont tout notre dossier médical. Non, ce n'est pas un dossier médical. Voilà. Donc du coup, l'accompagnement, parce qu'on est on commence à zoomer vers le fait qu'on est un opérateur de services essentiels. Quand on est un opérateur de services essentiels, on est accompagné. On est accompagné par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est là depuis très 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 longtemps chez nous. On était peut-être même à la base de la loi informatique et liberté de 1978.
Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir la CNIL en tant que partenaire privilégié de nos projets? C'est que ça a permis de développer une culture de la sensibilité de la donnée au sein de notre institution. Parce que voilà, c'est quelque part les données qu'on manipule, les chefs de projet, les maîtrises d'ouvrage, voilà, ils savent ce qu'ils manipulent. C'est pas anodin, ça nous facilite quand même pas mal la tâche en termes de sécurisation. Et la nouveauté, c'est que les opérateurs de services essentiels, ils sont drivés par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est quoi? C'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et ils ont promulgué un guide de recommandation sécurité que, en tant qu'OSE, on doit respecter. Donc voilà. Donc ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour en faire des audits sur notre système d'information. Donc voilà, il vaut mieux que voilà. Puis bon, c'est pas des chèvres les gars, ils sont bons quoi. Donc quand ils arrivent dans votre système d'information, quand ils le secouent, bon, il se peut qu'il y ait 2-3 fruits pourris qui tombent. Hein. Donc voilà, quand ils sont là, bon, on sait qu'ils sont compétents et que voilà. Donc la sécurité qu'on doit fournir, c'est pas anodin, c'est pas de la conformité, c'est de la sécurité. Alors, les défis. Comme tout acteur un peu ancien qui a une informatique depuis très longtemps, l'assurance maladie, l'informatique, c'est fait dans les années 70, début des années 80. Vous voyez, donc ça, voilà. Quand je dis le poids du legacy, c'est pas anodin. Voilà, le legacy, on a des systèmes d'information qui sont anciens, pour certains, et avec des composants qui peuvent être obsolètes, des techno-dev qui sont pas toutes homogènes, elles ne sont pas toutes DevOps, voilà, clairement. On a des filières qui sont comme ça, mais pas toutes. Voilà. Beaucoup d'externalisation, enfin, voilà, en termes de sécurité, on a des challenges quoi, par rapport à ça. Et de même, comme toutes les organisations, on est confronté à des ouvertures croissantes des systèmes d'information. Voilà pour le topo assurance maladie. Donc voilà, le métier, c'est fini. Donc je vous ai infligé ça pendant à peu près 10 minutes. Voilà. Maintenant, on va parler un peu... Voilà, on va parler organisation sécurité, mais je vous promets, vous verrez passer quelques octets quand même, donc il n'y a pas de problème. L'organisation de la sécurité pour sécuriser tout cela. Sécurité côté métier, sécurité côté IT, côté informatique. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui voilà, vous scandalisent, voilà, vous intervenez, vous levez la main, et je vous donne la parole dans la foulée. Alors, les objectifs. Ben, avoir une organisation nationale, vous avez compris que 82 000 personnes réparties dans 102 caisses primaires, ben, ça se drive. Et pour faire passer un message, quand vous avez par exemple des sensibilisations sur le phishing à faire, c'est pas trivial si vous n'avez pas d'orga derrière. Voilà. C'est pour toucher 82 000 personnes, faire de la sensible, c'est voilà, pas évident. Donc avoir une orga dessus, voilà, c'est bien, voilà, c'est un de nos objectifs. L'objectif, c'est donc de diffuser une culture sécurité et pouvoir surtout instruire des questions ou des incidents de sécurité en retour. C'est-à-dire que dans les caisses primaires, ils peuvent détecter des soucis de sécurité. Et il faut avoir l'infrastructure, l'organisation pour que ça remonte. Voilà. Pour cela, du coup, on a une maîtrise d'ouvrage nationale qui s'occupe de fixer les objectifs, les règles de sécurité, et traite les remontées. Et localement, ben, on a 102 personnes qui sont dédiées à faire du management de la sécurité du système d'information. Il y a des gens qui s'occupent des données personnelles, c'est quelque chose qui est requis par l'application du RGPD. Donc voilà, ça c'est la partie orga. Donc premier retour d'expérience sur les succès et les difficultés. Sur la partie organisation, ben, ce qu'on est arrivé à mettre en place, c'est un maillage national. Ça nous a permis d'avoir une certaine homogénéité quand on décide de faire une campagne de sensibilisation ou de fournir une information sécurité. Globalement, on y arrive. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis en haut, quoi. On peut actionner des choses et on arrive à pousser des messages. Ce qui est plus compliqué, c'est dans les organisations, quand vous avez, si vous mappez ça avec un grand compte, vous pouvez vous dire, dans des filiales, voilà, si vous avez quelqu'un isolé, une seule personne dans une organisation, ça peut être compliqué pour elle à vivre, quoi. Voilà, donc c'est pas si évident. De même, là sur l'IT, vous avez des services informatiques dans chacune des caisses primaires, et avoir des pratiques homogènes en termes de sécurité, c'est pas si trivial que ça. Et articuler de l'informatique fournie nationalement et implémentée localement, cet accrochage-là, il n'est pas si facile à obtenir.
Voilà. Alors, on passe à la sécurité IT. Donc là, on a un département sécurité auquel j'appartiens. Il est organisé en trois strates, trois équipes. Une qui est dédiée à faire de l'organisation, des analyses de risques. Donc on a des collègues, ils prennent les projets qui sortent. Par exemple, la vaccination Covid. Il y a eu une analyse de risque posée et faite sur ce système d'information-là. C'est mes collègues qui l'ont menée. Ils définissent aussi une politique de sécurité des systèmes d'information, une PSSI, et ils assurent l'intégration de la sécurité dans les projets. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a fait une analyse de risque, eh bien, on applique des mesures de correction. Imaginons, il faut avoir des traces applicatives, il faut avoir une gestion de log, il faut avoir une authentification, une gestion d'habilitation. Tout ça, ce sont des mesures de sécurité qui sont appliquées. C'est eux qui s'en chargent. L'expertise technique, donc là, c'est des gens qui font du pentest, par exemple, qui font des tests d'intrusion sur nos propres applicatifs, nos propres machines, nos propres archis. On émet des avis de sécurité, on fait de la sensible, voilà. Et une autre équipe qui fait de l'ingénierie, qui conçoit des solutions techniques, notamment autour des problématiques d'authentification et d'habilitation. Voilà. On a aussi un centre de réponse à incidents qui assure à la fois la gestion des incidents, des alertes, et qui fait aussi un peu de threat intel, donc de monitoring de menaces. Voilà. Et on a un réseau de responsables de RSSI, de responsables sécurité, partout où on a des exploitants, des gens qui font de la production. Il y a un RSSI à chaque fois. Voilà, donc ça c'est en termes d'articulation. Et alors il faudra qu'on en discute dans vos organisations, mais nous on a des compétences sécurité aussi ailleurs. Parce que vous avez remarqué que les gens du département sécurité, je ne vous ai pas dit qu'ils géraient les pare-feux, je ne vous ai pas dit qu'ils géraient les proxys, je ne vous ai pas dit qu'ils s'occupaient des antivirus. Tout ça c'est opéré par des gens ailleurs dans l'organisation, dans la direction informatique. Et là, on verra dans le retour d'expérience ce qui peut accrocher ou pas. Alors, on va dire que les analyses de risque sont bien faites. Voilà, globalement, le fait que vous ayez une équipe qui est dans le process du développement, tôt dans les phases de définition des projets, qui font une analyse de risque, globalement, vous chopez à peu près tous les projets. Et il y a une analyse de risque, globalement, qui est posée à chaque fois. Donc ça, c'est pas mal. Le changement de culture. Je vous ai dit qu'il y avait des gens qui faisaient du pentest en interne. J'en fais partie. C'est pas si vieux que ça. Et quand on en parlera plus tard dans le chapitre dédié à l'offensif, mais ça fait le changement que ça a engendré, c'est quoi? C'est le passage d'une sécurité de conformité. On était un grand compte à l'ancienne, ce que j'aime qualifier à l'ancienne, c'est-à-dire on avait un guide de bonne pratique, on faisait les coches, t'as des logs? Ouais, j'ai des logs. T'as un contrôle d'habitation? Ouais, j'ai un contrôle d'habitation. Enfin, d'authentification et puis gestion des habitations. Ouais, check. Sauf que quand tu envoies un pentester là-dedans, lui il s'en tape, hein, qu'il y ait des logs et de l'habilitation, lui, ou de l'OTANT, lui ce qu'il veut c'est contourner l'OTANT. Et bien entendu, on contourne l'OTANT dans les premiers cas, forcément. Parce que spontanément, tous les applicatifs n'avaient pas subi des tests d'intrusion. Et là, il y a eu des électrochocs, quoi. Dans les réunions de restitution des pentests, les chefs de projet, les maîtrises d'ouvrage, bon, ça leur a fait un peu, voilà, il y a eu un peu d'émotion, on va dire. Voilà. Mais ça a fait un vrai passage d'état d'esprit, de mindset, quoi. Vraiment, hein. Oui, il y a une question. Alors, la question est, parce que je n'ai pas donné le micro, la question c'est est-ce que les équipes internes ont changé leur comportement, ont pensé sécurité en amont des développements qu'ils faisaient. On va dire que ça a aidé, on va dire. Ça a aidé à une prise de conscience, mais on le verra tout à l'heure, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne change pas littéralement le processus ou même les arbitrages. C'est-à-dire que tu as beau revenir avec une liste de vulnérabilités, c'est pas pour ça que tu obtiens l'arbitrage pour dire feature versus fixe des vulnérabilités. Il est où l'arbitrage? Où est-ce qu'on met les sous? Voilà. Ça te fait pas gagner. On en verra ça sur le chapitre dédié à l'offensif, mais il y a eu un changement. Mais ça suffit pas. Voilà. Donc du coup, vous avez bien vu qu'il y avait des compétences sécurité qui étaient ailleurs dans l'organisation, dans l'IT.
Et si ça coopère pas, ben, tu fais pas grand-chose. Voilà, il y a des facteurs de blocage, quoi. Si les gars qui gèrent les pare-feux ils disent bah non, on va pas les purger les pare-feux. Moi je le gère comme je le gérais avant et puis basta, c'est terminé. Donc la vraie voilà, l'idée c'est que ça ne peut marcher que si tu as un sponsoring de plus haut niveau dans ton organisation. Soit tu es appuyé par ton directeur informatique, voire plus haut, soit tu l'es pas. Si tu l'es pas, c'est le début des ennuis, tu vas ramer. Hein. Voilà, t'as beau pointer des incidents ou des vulnérabilités, bon, si derrière c'est pas appuyé, c'est compliqué. L'autre option, c'est pas exclusif, hein. Bien sûr, on peut pas se passer du sponsoring high level, ça c'est une nécessité. Cependant, on essaie aussi d'investir dans le fait d'avoir des correspondants sécurité dans chacune des équipes. Dans les équipes de dev, c'est ce que Mozilla appelait les security champions, si vous avez lu un peu la littérature. Voilà. On peut essayer d'animer des réseaux, voilà, des cercles de correspondants sécurité au sein de l'organisation. Ça peut marcher. Voilà, ça peut aider à fluidifier, à infuser la culture sécurité. Deuxième chapitre sur la sécurité et l'architecture. Donc là, je vous ai rappelé l'URL du guide de l'ANSSI. Bon, voilà, c'est l'alpha et l'oméga de la sécurité des OSE. C'est simple et on est évalué là-dessus. Donc voilà, si vous voulez avoir une source de référence, c'est celle-là et elle est pas mal faite. Hein. Je veux dire, c'est clair et net. Il y a le risque, il y a les différentes mesures correctrices à mettre en place. Voilà. Là, on va faire un focus sur l'accès au système d'information et la gestion d'identité. Juste pour dire, voilà, nous, on a des règles d'exposition de nos services. Typiquement, si vous scannez voilà, assuré.mli.fr, normalement, vous n'avez que du HTTPS. On n'a même pas le redirect. Voilà. Ça, c'est les tenants et les aboutissants. Voilà, chacun a son idée sur la question. Nous, on n'a pas les redirects de HTTP vers HTTPS. On fait de la terminaison TLS dans la première DMZ. Et derrière, on établit des liaisons avec les DMZ qui sont derrière. Donc serveur d'application et encore derrière serveur de base de données. C'est intéressant, hein, le fait de faire la terminaison TLS non pas direct sur le serveur d'appli, mais le faire sur un composant type load balancer équivalent, ça vous donne un moyen d'agir de manière groupée sur tous vos services applicatifs qui sont derrière à un seul endroit. Alors à un seul endroit, bien sûr, on s'entend, hein, c'est de la HA, donc c'est des infras qui sont voilà, multipliées, bien sûr. Mais avoir un équipement voilà, en coupure, nous on trouve que ça, à notre échelle, ça nous donne des moyens d'action qu'on pourrait ne pas avoir si il fallait qu'on aille sur chaque serveur d'application. Voilà. Ensuite, règles de gestion, on essaie d'éviter, alors non je reformule, on interdit toute passerelle d'accès de type Citrix, RDS, bureau partagé, sur Internet, l'exposition sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'authentification, c'est pas ça. C'est qu'on ne les veut pas du tout sur Internet. Voilà. Il faut avoir, dans nos règles, c'est avoir un VPN. On arrive dans la zone ouverte par le VPN et là, on peut tenter de se connecter aux passerelles en question. Idem sur les interfaces d'administration. Donc, je sais pas moi, vous avez une gestion de vos machines virtuelles, voilà, un vCenter quelconque, ou en monde libre, tout autre superviseur de gestion de machines virtuelles, on n'en veut aucune sur Internet. Si on en trouve, c'est qu'il y a eu un trou dans notre raquette. Mais la règle du jeu, c'est celle-là. Voilà. Alors pourquoi ? C'est pas la magie, hein. C'est pas nous qui nous sommes réveillés avec la science infuse. Il y en a d'autres qui le disent. Julien Véan, qui bossait avant, qui était responsable des services en ligne de Mozilla et qui est désormais chez Google, il disait c'est simple, moi je suis jamais arrivé à avoir confiance dans notre SSO, pas parce que c'est le nôtre, pas parce qu'on a un système pourri, non, c'est juste qu'en moyenne, une fois par mois, on a un contournement de l'OTANT sur un produit d'administration. Et ça, le contournement de l'OTANT, c'est le début des ennuis. Parce que c'est la seule grille, c'est la seule parade que vous avez entre ça et un incident majeur. Et il a dit,
C'est simple, ça nous est jamais arrivé d'avoir un gros incident, tout ça parce qu'on avait des VPN avant, on devait ouvrir le canal VPN avant de pouvoir se connecter aux interfaces d'admin. Alors, il n'y a pas que Julien Véan qui le dit. L'ANSSI a fait un report sur tout ce qui était rançongiciel. Et les points d'entrée, alors ils appellent ça joliment le bestiaire des points d'entrée, ça loupe pas. Hein. Vous avez des vulnérabilités sur les passerelles VPN qui avaient été trouvées par Orange Tsai, Apple Secure. Toutes les... Alors, du SharePoint, du Citrix, là, on peut se faire plaisir, c'est pas du libre, donc on peut taper. Hein. On y va là, mais vous verrez, j'ai aussi tapé sur les choses qu'on aime bien juste après. Les RDS et tout ça. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est moins on expose en direct sur Internet des fenêtres d'authentification, plus on peut dormir tranquille la nuit. Quoi. Voilà, on va le faire court, c'est ça. Quoi. Voyez, bon, allez, on va parler d'incidents liés à des logiciels libres, ça arrive aussi. Hein. SaltStack, outil de gestion de configuration centralisée. On était là, c'était quoi là? Ouais, 29/4 2020. Vous vous rappelez la période? Ouais, c'était la fête, hein. C'était la fin du premier confinement. Là. On était bien au niveau des systèmes d'information, hein. On était au taquet là. On voyait arriver le pont du 1er mai là. Enfin, c'était pas un pont, c'était un week-end de 3 jours. Là, 29/4, il se passait rien de grave. On avait des SaltStack sur Internet, tout allait bien. Puis le 29/4, il y a une publication de 2 CVE critiques. Ah ouais, 9.8 sur 10, bon, ouais, c'était critique. Alors c'était un contournement d'autante et, juste après, une exécution totale, non discriminée, du script que vous vouliez, sur tous les agents pilotés par le serveur centralisé dont vous aviez contourné l'autante juste avant. C'était luxe, ça, c'était pas mal. C'était un joli combo. Donc, bien entendu, il y a des gars qui, en 3 jours, ont analysé les patchs qui avaient été publiés. Ils en ont trouvé les vulnérabilités. Ils ont scanné la totalité de l'Internet. Vous avez remarqué, 3 jours, en France, le week-end du 1er mai, les ops en fin de premier confinement, ils en avaient un peu plein les chaussettes. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient au top du patching des serveurs SaltStack. Eh bien entendu, vous irez voir la société Algolia, un moteur de recherche en SaaS. Ils ont fait un super report, un post-mortem en fait. Ils avaient, bien entendu, toute leur infra, ils sont dans le cloud de manière native, ils sont cloud native, et ils avaient juste la fenêtre d'authentification pour y aller, sur leur infra SaltStack. Et c'est pas pour les pointer du doigt, leur réaction a été super. Vous lirez le post-mortem. Enfin, les mecs, ils ont rebuildé toute leur infra SaltStack en 2-2. Enfin, le lundi matin, tout était reconstruit. Donc, je vous le dis en toute transparence, si ça nous était arrivé, on n'y serait pas arrivé. En 2 jours, un week-end de 1er mai, je vous assure, on n'aurait jamais reconstruit l'infra. Ça, c'est sûr. Tout ça pour dire que, SaltStack, c'est un logiciel libre. D'accord. Le logiciel libre, il faut être conscient, n'amène pas de la sécurité par défaut. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'accès au code libre. Enfin, un accès libre au code source. Ok. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'avoir une meilleure confiance dans le code si vous l'auditez. Encore faut-il faire l'audit. Donc, les logiciels libres, c'est chouette, c'est bien, ça permet de partager, ça permet de bâtir des choses à plusieurs, mais ça permet surtout de se donner les moyens d'auditer le code. Point. En termes de sécurité. Voilà. Donc c'est pas anodin. Voilà, c'est juste pour faire une piqûre de rappel que voilà, je tapais gentiment sur Citrix, je me faisais plaisir, je m'essuyais les pieds sur RDS, mais là, c'est SaltStack quoi. Et les mecs ils se sont fait enfoncer sur Internet. Voilà. Donc on rappelle, voilà, ça c'est le schéma qui correspond à ce que je disais tout à l'heure, des load balancers. Donc là on peut intervenir sur le load balancer pour faire certaines modifs voilà, à la volée pour toucher tous vos services applicatifs. Et le one interne n'a pas plus accès que les gens d'Internet sur la prod quoi. Voilà. Ça c'est la règle. Voilà.
Idem, les passerelles d'accès aux interfaces d'admin, on passe tout par le VPN avant de pouvoir y accéder. Voilà, ça c'est la règle. L'accès au système d'information, les takeaways. Donc globalement, on maîtrise relativement bien, avec cette infrastructure-là et ces règles de gestion-là, l'accès à nos services applicatifs sur Internet. Voilà. On peut dire que si on arrive à tenir les deux règles-là sur l'exposition et sur les accès au travers des VPN avec non-affichage, non-exposition des interfaces d'admin, bon, sur les dangers qui sont à l'extérieur de notre système d'information, c'est pas trop mal. Voilà, ça permet de dormir un tout petit peu mieux. Voilà. Par contre, on a des nombres de plateformes, on a des technologies comme partout qui explosent. Et du coup, il faut que nos règles de gestion, nos règles de configuration tendent vers l'automatisation. Et là, on est en chemin. Voilà. Tout n'est pas abouti. Le paramétrage automatique des pare-feux locaux, tout ça, bon, ouais, voilà. On a de la marge de progression dessus. C'est qu'un exemple. Donc, voilà, dès qu'on a des outils qui sont attaquables en API, je dis ça parce que quand vous discutez avec les gens en réseau, par exemple, il y a cette culture de la boîte, quoi. Vous savez, les pizza box, là, allez, vas-y, on va raquer du firewall et puis en avant, quoi. Ça, c'est l'approche appliance, quoi. Donc, tous les ingénieurs réseau, voilà, historiquement, c'est pas tous des gens DevOps, agiles, voilà. Et je vous rassure, côté sécurité, on est aussi blâmable, hein, on n'est pas tous cloud native. Voilà, on est cloud en transition. Voilà. Et automatisation en transition. Alors voilà, c'est pas tant un défaut qu'il y a une marge de progression, quoi. Voilà, clairement. Et la plaie de la dette technique. Alors ça, on en a tous, plus ou moins, mais bon, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est compliqué, et donc le seul conseil qu'on peut donner, je sais pas chez vous, hein, mais je sais pas chez vous sur les gros projets là, qui sous-tendent votre système d'information. Je sais pas si vous avez beaucoup de refonte. Vous voyez les features qui évoluent, mais la couche OS, la couche database, la couche serveur d'appli, est-ce qu'elle vit beaucoup? Est-ce que c'est investi? Est-ce qu'on y met des sous dedans pour la faire évoluer en parallèle voilà, c'est compliqué ça. Hein, c'est une sacrée question. Et le seul conseil, le retour d'expérience qu'on peut faire là, c'est que quand il y a une refonte applicative conséquente, c'est le moment où il ne faut pas louper il faut peser, quoi. Faut s'inviter. On n'a pas invité la sécurité, il faut foutre un shoot dans la porte et rentrer. Hein, parce que vous n'aurez pas deux occasions. Enfin, si ça fonctionne comme chez nous, hein, je veux dire. Clairement, il faut y aller, quoi. Même si on ne vous invite pas, il faut peser tout ce que vous pouvez. Parce que c'est là que ça se joue. Parce que là, vous en reprenez pour 5 ans. Hein. Voilà, quand les choix seront posés et qu'on aura dit, tiens, on ne fait pas de refonte technique parce que tu comprends, ça coûte trop cher, on va investir que dans le soft qu'on développe, bah, tu vas te coltiner des trucs obsolètes pendant un moment quand même. Donc voilà, il faut s'impliquer là-dedans. C'est pas le plus cool, hein, parce que bon, voilà, là c'est gestion de projet, c'est discuter avec les MOA, les sous, tout ça. Mais enfin, à l'arrivée, c'est comme ça qu'on a des infras qui ont été remis à jour et voilà, un peu plus sécure. Walou. Allez, l'identité maintenant. La quête sans fin. Allez, on va y aller. Les challenges. Autour de la gestion d'identité, c'est quoi? C'est un besoin permanent. Pourquoi? Parce que, imaginez la gestion d'identité, on a des étudiants dans la salle. J'ai un copain, il est directeur des infras de l'université de Lille. Et par exemple, l'annuaire de l'université de Lille, c'est 130 000 personnes à gérer. Avec des gens comme vous qui arrivaient, qui 3 ans après ou 5 ans après repartent, ou même dans l'année. Et tout ça, c'est du mouvement permanent. C'est de l'identité à haute dose. Ça nécessite, alors que nous, on n'est que des techos, hein, on aime bien la technique, mais il faut s'interfacer avec les gens qui gèrent les ressources humaines, là. Donc, avec l'administration, voilà, faut aller dialoguer, il faut se coltiner le métier, là. Là, sortir un analyseur de traces, ça sert à rien, là. Là, faut de l'humain, là. Il faut aimer le métier, là. Il faut y aller, quoi. L'aspect organisation est donc très lourd. Du coup, nous, ce qu'on peut partager avec vous, là,
c'est qu'on a un référentiel. Quand je dis référentiel, c'est les identités. On parlait des étudiants. On a un annuaire à l'extérieur des applications. Bon, vous allez me dire, il est en train d'essayer de nous apprendre l'eau chaude, le cri-cri, là, mais ouais, c'est un annuaire, quoi, Christophe. C'est gentil. Ok, bon, j'aurais essayé d'imprimer. Alors, on va passer le step 2. C'est quoi? Les applications, elles ont besoin d'habilitation. Où est-ce que vous les stockez, vos habilitations, vous, d'habitude? Dans la database de l'appli, en général. Ben, pas nous. Ah ben ouais. Nous, on a dit, nos applicatifs métiers, ça fait 20 ans qu'on a dit, on met les habilitations des applis dans un référentiel à l'extérieur des applis. Et alors, voilà, parfois on a des idées de génie, parfois c'est assez foireux. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal parce que ça veut dire qu'on a formalisé dans les applicatifs que l'on a développés, c'est pas des applicatifs qu'on a achetés sur étagère, hein. Bien sûr, c'est pas SAP, hein. Sinon SAP, les habilitations à l'extérieur, c'est possible qu'il m'ait dit t'es gentil, mais enfin, c'est à l'intérieur de la base. Non, les applicatifs qu'on fait développer pour nous et qu'on développe pour nous, les habilitations sont normalisées et elles sont stockées ailleurs. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un outil qui gère les habilitations. Quand quelqu'un arrive, on lui donne les habilitations directement dans cet outil unique. C'est ça le mot. Et après, l'application, quand elle se lance, quand vous êtes authentifié, on a un SSO bien entendu, et l'appli va chercher dans le référentiel d'habilitation son habilitation. Voilà. Donc c'est pas mal. Autre point qu'on peut partager avec vous, c'est un point d'attention, c'est les administrateurs. Vous savez, c'est des personnes qui ont beaucoup de droits et donc beaucoup de responsabilités. Voilà. Alors, idéalement, l'ANSSI a des recos là-dessus. Elle nous dit qu'il faut un réseau d'administration. C'est quoi un réseau d'administration? C'est un réseau sur lequel il y a des PC dédiés. Alors, vous avez un laptop, là c'est mon laptop de boulot, mais il faudrait que, si j'étais admin, avoir un second laptop dédié uniquement à faire de l'administration. Alors, je ne sais pas si vous y êtes arrivés. Nous, les mecs, ils nous ont jeté des cailloux quand on leur a dit que c'était ça la reco de l'ANSSI. Hein? Ça peut être ça. Ça peut être ça, voilà. Le contournement, c'est t'accèdes, tu fais un jump avec un VPN en interne. Ça peut être ça, bonne remarque. Nous, on l'a fait avec des comptes dédiés. C'est-à-dire qu'on a des comptes bureautiques et on a un compte d'administration et on se connecte aux interfaces d'administration avec ce compte-là. Ça veut dire que si on se fait poncer le compte bureautique, on parle de Windows, hein, attention. Parce que là, je vois, il y a des gens qui frétillent, là, mais ils sont Linux, ils me disent quoi tu parles, cri-cri, là. Mais non, c'est des comptes bureautiques, voilà, n'accèdent pas aux interfaces d'administration. C'est comme ça. Je ne vous dis pas que c'est parfait, hein. Je vous fais juste un retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place pour essayer de mitiger le risque. Voilà, c'est pas idéal, mais c'est comme ça qu'on l'a géré. Oui. Il y avait des questions? Oui, je suis d'accord, c'est pas parfait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'était une manière de. Voilà. Alors quand je vous dis des administrateurs, on en a plus de 500. Hein. Voilà, c'est 3 sites géographiques, tout ça. Enfin, voilà. Allez, défensif. Il est 42. C'est la réponse. Alors, défense en profondeur, détection, réponse à incident. Ouais. Bon, on va surtout parler de défense en profondeur et de détection. Alors là, ça c'est un truc qui me tient à cœur. La sécurité, la fin de la sécurité à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas parce que j'avais trouvé une jolie manomètre que j'ai pris ce titre. Non, ça correspond à une vraie, avec quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. On va le partager par un exemple. L'université de Maastricht, fin 2019, 15 octobre. Elle reçoit 2 types de courriers suspicieux du phishing. Il y a des gens au sein des utilisateurs de l'université de Maastricht qui détectent que c'est un phishing. Ils sollicitent leur support interne. Ils sont donc au courant de ce qu'est un phishing. Ils sont sensibilisés. C'est-à-dire qu'il y a eu du travail en amont. Ils ont un service de support qui a une fonction de blacklisting dans les proxys. Ça veut dire que c'est une organisation qui est relativement mature en termes de sécurité. Mais il y a un seul des 2 liens qui sont rapportés au support qui est bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'était le même lien. Pas de chance. Le mec, il rentre, du coup.
Il atterrit où? Il atterrit dans une zone réseau où tous les serveurs sont patchés. Vous êtes sûr d'avoir votre SI à jour partout, tout le temps? Voilà. Il y a des mythos, mais pas beaucoup. Voilà, voilà, on est d'accord. Et là, il y en avait tous sauf 2. Bien entendu, le gars les a trouvés. Cool. Donc, il a pu faire du mouvement latéral. Et la cerise sur le gâteau. Donc là, on est dans une organisation, vous le réalisez, hein, c'est une organisation relativement mature en termes de sécurité. C'est ça qui est important. Hein. C'est le fameux 80%. Là, qu'est-ce qu'il fait l'attaquant? Il est sur le serveur sur lequel il a pris pied. Il installe un binaire. Coup de bol, l'antivirus est à jour, il le bloque. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était à jour qu'il l'a bloqué, mais, ou du moins s'il y avait une heuristique, mais enfin, il le bloque, il l'empêche de déployer son binaire, et en plus, là, il y a une alerte. Donc du coup, ils peuvent être au courant, les gars. Mais l'alerte, elle n'est pas traitée. Voilà. Résultat, il se retrouve bloqué un coup, mais il se dit, je vais essayer de le désinstaller, antivirus, il y arrive. Bon, allez, fin de l'histoire. Le truc, ils se sont fait chiffrer pendant les vacances de Noël, parce qu'ils sont pas cons, les attaquants, ils ont déclenché en plein milieu des vacances de Noël. Les Gus, ils avaient 5 jours pour se retourner, restaurer, pour que ça soit opérationnel au 5 janvier, ils ont payé. Voilà. Donc ça, c'est quoi les leçons de ça? Non, ça c'était pour avoir un joli... Voilà, merci. Et c'était quoi l'histoire? C'était que une organisation assez mature en termes de sécurité, ça n'a pas suffi. Alors, ça veut dire que le niveau d'exigence, il a énormément monté. Pourquoi il a monté? C'est parce qu'on est passé d'attaques génériques qui faisaient de la pêche au chalut. En gros, si vous étiez une organisation totalement à volo en termes de sécurité, les mecs, ils rentraient. Si tu étais à peu près sécure, et là, c'est relativement sécure, les mecs, ils rentraient pas, ils passaient au suivant. Maintenant, c'est des attaques ciblées. Ils disent, on va attaquer Maastricht, l'université, on va attaquer l'assurance maladie, on va attaquer le ministère, on va attaquer une banque, tout ce que tu veux. Mais ils s'attaquent à toi, pas à personne d'autre. Et si ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. Si ça passe pas par la fenêtre, ce sera par toi parce que j'aurai enlevé les tuiles. Voilà, c'est ça la réalité. Bon, allez, on va faire un peu de réponse à incident. Il est sympa, hein, celui-là. Ouais, c'est le responsable du CERT La Poste qui avait fait ça. Il est pas mal, Fred. Donc, c'est quoi les objectifs? C'est d'avoir une CMDB bien exhaustive. C'est quoi une CMDB? C'est la base avec tous vos assets informatiques, tous vos serveurs, toutes vos machines. Avoir un patch management exhaustif. J'ai pas dit un bon patch management. Il faut avoir un patch management exhaustif. On va voir ce que ça implique. Il faut avoir toutes les alertes antivirales traitées. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut des moyens humains. Des Gus dont le boulot, c'est de se taper les 15 postes qui n'ont pas été patchés. Et pourquoi ils n'ont pas été patchés? Parce qu'il faut aller. Voilà. Il faut donc des gens motivés qui en veuillent pour que le système d'information il reste sécurisé. Il faut donc des gens à fort profil sécurité, bien formés. C'est super exigeant. Voilà. Mais ça sera le prix à payer pour que les Gus ils passent au client suivant, les attaquants. Sinon, on se fera enfoncer. Et je ne vous dis pas qu'on ne se fera pas enfoncer. Voilà. En termes de CMDB, le petit focus Linux, c'est quoi? C'est y a des outils d'inventaire qui existent. OCS Inventory NG, GLPI, tout ça. Il y a des gens qui font du support dessus. Voilà. Je crois qu'il y en a aussi en bas. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à aller les voir. Ce que je disais là, tout à l'heure, c'est d'importants moyens humains bien organisés, qu'ils aient la main sur les postes, qu'ils aient la main sur les serveurs, qui sachent déclencher du patching, qui savent suivre le niveau de patch, qui gèrent les antivirus. Il faut qu'il y ait une forte synergie avec les architectes techniques. Enfin bon, vous avez compris qu'il faut vraiment du sponsoring de haut niveau pour que tout ça se fasse. Voilà. Mais je pense, je vais prendre la question, je pense que c'est le prix à payer pour qu'on y arrive, quoi. Voilà. Je vais te passer le... Hop. Pardon. Petite question, Ouais. Du coup, comment vous gérez la centralisation de votre suivi de patching parce que la difficulté aussi dans des gros SI comme le vôtre,
c'est que l'équipe sécurité a une vision, et la direction sécurité a une vision globale du parc et du patching. Vous montrez tout à l'heure une faille CVE critique, comme il y en a tous les mois. Comment est-ce que vous utilisez des outils communs? Vous avez aussi peut-être la difficulté d'avoir un parc homogène, assez, hétérogène, en fait, hétérogène, avec voilà. du Windows, du Linux, etc. T'as résumé les défis auxquels on est confronté et qu'on partage aujourd'hui. C'est-à-dire que je te fournis pas de solution. Je te dis juste que c'est à ça qu'on est confronté et c'est à ça qu'on doit répondre, et ça fait partie des choses qu'on doit améliorer. Je dis pas qu'on y est, je dis qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Donc c'est plutôt du suivi humain au cas par cas via avec l'appui en fait du système d'inventory. Voilà, on a un outil d'inventory, on a un outil qui permet de faire du suivi quelque part la cartographie on l'a. Ce qui nous manque peut-être, c'est d'avoir les moyens d'aller fixer les 15 serveurs qui sont pas trucs, les 23 postes qui sont en VPN à l'autre bout de la France parce qu'on est en confinement, machin, tout ça, et où tu peux pas appliquer obligatoirement tout ce que tu veux tout le temps. Voilà, c'est plutôt ça les défis. Plus, bien sûr, ce que je parlais sur les applicatifs, où tu as les infras sédimentées. La dette technique, tout ça, et alors là, tu pries. Voilà. En gros, tu mets des pare-feux partout où tu peux en mettre, t'isoles quoi, t'isoles le risque. Bien sûr, tu pries pas, ça marche pas en informatique la prière. Pas de jugement sur la religion, mais voilà, en info c'est plus compliqué. Voilà, donc voilà, c'est pas idéal comme réponse, mais c'est la réalité. Et je pense que c'est quelque chose que vous voyez régulièrement dans les... Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que là où on peut essayer de trouver des solutions, c'est d'automatiser un peu le patching en fait. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, vous parliez de 15 000 serveurs. Voilà, 15 000 serveurs, 90 000 postes, voilà. Des racks de serveurs Windows, pas pack de 12, voilà. Il y en a un gratuit à chaque fois, donc voilà, c'est ça. Allez, un peu de détection, on va parler de choses qui marchent, parce que bon, il y a des choses où on lutte, et puis il y a des choses qu'on arrive à partager. Donc, la veille, là on se retourne, hein. On a le système d'information dans notre dos et puis on a les attaques à l'extérieur. Donc voilà, on va se mettre dans cette posture-là. Comment on fait pour avoir de la veille sur les menaces émergentes? Là, y en a qui vont rigoler, qui vont me dire bah ouais, là, d'accord, le Gus il passe son temps sur Twitter et comme ça il fait de la veille techno et de la veille sécurité. Bah rigolez pas, c'est un des moyens d'être au courant. D'avoir justement le truc Solstack, 2 jours avant, il y a des gars qui disaient dans la mailing list de chez Solstack, ils ont dit qu'ils allaient fixer une vulne critique mercredi. Ça c'était le lundi. Le lundi soir dans Twitter on l'avait ça. Si vous suivez les bonnes personnes, voilà. Donc c'est pas c'est pas juste pour faire style. C'est juste c'est aussi une source d'information. Alors bien sûr il y a des choses plus consolidées, avec un peu plus de fil à plomb, le CERT-FR, le centre de réponse à incidents de l'ANSSI. Suivez-le. Lui aussi, il a un compte Twitter, mais il a surtout une mailing list. Il y a beaucoup d'infos qualifiées, c'est quotidien. Vous lisez ça, vous êtes à l'état de l'art, vous savez que vous avez du boulot le reste de la journée, quoi. Voilà, donc, et voilà, vous serrez un peu les fesses aussi, parce que vous vous dites, ça tape fort quand même, parce qu'ils font aussi le côté, aux États-Unis, en Australie, voilà. Tel truc, tel ransomware a frappé telle boîte. Ouais, ok. Et il y a Certificate Transparency. Alors là, c'est un petit sujet sur lequel Qui c'est qui connaît Certificate Transparency? Ne soyez pas timide. Ok, c'est cool. Alors, Certificate Transparency, c'est quoi? Quand vous obtenez un certificat HTTPS, le S de HTTPS, en fait, quand vous achetiez auparavant un certificat, vous ne saviez pas s'il n'y avait pas d'autres autorités de certification que là où vous êtes adressé qui avaient signé quelque chose pour votre nom de domaine. Ça peut être une autorité de certification malveillante, mais ça peut aussi être une autorité de certification à qui on a fait croire que on pouvait, l'attaquant était le véritable possesseur de votre nom de domaine. Pour lutter contre ça, Google a créé le projet Certificate Transparency, où toutes les autorités de certification contribuent les certificats qu'ils signent dans ce genre de structure-là. Des logs Certificate Transparency. Qu'est-ce que c'est?
Ces logs-là, c'est des arbres de Merkle. C'est le mec qui fait semblant de connaître de la crypto. Donc c'est vraiment la structure qu'il y a dessous, les arbres de Merkle. Mais les caractéristiques des arbres de Merkle, c'est on peut faire que des ajouts. Donc les certificats qui sont contribués dans ces arbres-là, c'est ad vitam aeternam. Ils y sont. Et donc, vous pouvez les requêter de manière publique. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Eh bien, ça vous permet de requêter, par exemple, les mots-clés de type Amélie. Amélie, assurance maladie. Ah ben, visiblement, ça c'était le 20 janvier dernier. Il y a des gars qui ont demandé des certificats auprès de Let's Encrypt, a priori. Ouais, je pense que c'est du Let's Encrypt, ça. Sur amélie-assurance-formulaire-2-remboursement.com. Ça sent bon, ça. Hein, vous n'êtes pas chez nous, hein, je vous le dis tout net, ça, déjà, c'est pas chez nous. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est de l'information publique, c'est de l'information qualifiée, c'est de l'information qu'on n'avait pas avant. Et si vous faites de la veille dessus, vous pouvez avoir de l'info. Parce que ça, c'est avant que le service soit en ligne. Forcément, parce que le gars, il n'a pas encore le certificat. Donc, il ne peut pas faire un truc en HTTPS. Donc là, vous avez l'info avant que la menace arrive. Et vous pouvez demander le takedown dès que le truc il devient up. Voilà, intéressant. Alors, c'est pas absolu hein, comme méthode. Mais c'est une info supplémentaire qu'on n'avait pas avant et qui est qualifiée. Tout à fait. Ça permet de voir arriver les attaques de phishing et sitôt que le site est up, en demander la descente. Voilà. On a fait un travail de R&D là-dessus. On a présenté ça au STIC en 2018 et on a fait un logiciel libre dessus. Salut Tristan. Donc ça veut dire qu'il faut que je me bouge. Hop. Derrière, voilà, vous pourrez aller voir, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Clac. Exposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise un logiciel qui s'appelle Ivre, qui est développé par les gens du CEA initialement, et qui vous permet de faire des scans de masse sur votre exposition Internet, mais aussi à l'intérieur de votre réseau, propre réseau. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de juger de l'adéquation de l'exposition de vos différents services par rapport à une politique de sécurité. Tout à l'heure, je vous disais, il faisait le malin, Cricri, il disait ouais, nous, tous nos systèmes, ils sont exposés en HTTPS only. Bon, bien sûr, si tu passes ce livre derrière et tu fais l'inventaire de tout ton parc d'adresses IP, avec un peu de chance, tu vas pouvoir trouver du 80 et du 22, par exemple, ouvert. Bon, bah, ça permet d'avoir des plans de remédiation derrière étayés. Ensuite, on peut utiliser aussi les résultats de Ivre, c'est ce que font les collègues qui s'occupent de la détection, comme base de départ en fait. Voilà. Et enfin du reporting. Alors, est-ce que vous connaissez l'initiative security.txt? Ça vous parle ou un petit peu? Bon, eh bien écoutez, c'est une initiative qui a permis de normaliser, et là c'est un standard ouvert, c'est une RFC IETF, pour documenter sur une URL précise, .well-known/security.txt, les informations, si vous avez un chercheur en sécurité qui est à l'extérieur de votre système et qui trouve une vulnérabilité et il veut la reporter à l'équipe sécurité. Enfin, si avant on vous disait alors, comment tu fais pour solliciter l'équipe sécurité de la CNAM? Pourquoi ils en ont une? Non, je rigole, oui, on en a une, mais c'était difficile de trouver un point de contact fiable. Ben là, ce fichier-là et donc ce standard-là permet de documenter de manière standardisée quel est le point de contact, où est la politique de... Là, ce que j'ai mis en inverse vidéo et ce qui est documenté ici, sur cette URL-là, on a documenté comment reporter une vulnérabilité. Et on a choisi le fait. Donc nous on ne paie pas, hein, mais par contre, on n'appartient pas à des bug bounty. Par contre, on a une page de remerciement. C'est notre manière de dire merci d'avoir reporté de manière responsable la vulnérabilité que vous avez trouvée. Voilà. Et on fait un rétexte sur la mise en œuvre de ce security.txt. Voilà. Donc on a utilisé le load balancer. Voilà, justement, pour faire ça de manière à un endroit unique, on intercepte les URI. Je vais aller
Ouais, il faut que je me presse. Donc les vrais incidents, les vrais soucis qu'on a autour de la réponse à incident, c'est notamment la gestion des logs sécurité, la quantité que ça génère, les faux positifs. Du coup, ça engendre quoi en général? Eh bien, on a des litiges parce que ça impacte la performance souvent de l'IT. Et derrière, on se frite un peu avec les gens de l'architecture, forcément. Parce qu'ils nous disent, t'es gentil, tu fais de la sécu, mais tu nous écroules le SI ou le réseau ou ce que tu veux. Donc voilà, pas évident. Il y a un épuisement des analystes. Les false positives, c'est dur à gérer. Hein. Tu t'épuises à te battre contre les moulins à vent. Et ça peut faire chuter l'efficacité de l'ensemble. Et enfin, les sujets adressés, c'est les logs, la rétention, le formatage et la réduction du bruit. Donc je suis vraiment en retard. Je suis désolé pour l'offensif. Alors l'offensif, c'était quoi? On a déployé une équipe en 2014 du pentest interne. Je vous ai dit tout à l'heure, le principal apport, ça a été la sécurité par la conformité. C'est ce qu'on faisait avant. On est allé vers une sécurité réelle. C'est-à-dire qu'on a présenté de vraies vulnérabilités aux chefs de projet et ça leur a changé quand même l'état d'esprit. C'est la question que tu me posais auparavant, Eric. Par contre, les limites, alors ça c'est l'aspect positif. Les limites, c'est qu'on a quand même des vulnérabilités récurrentes. C'est-à-dire que ça ne sert pas à éduquer, ça sensibilise. Mais si le gars il développe toujours de la même manière, il est sensibilisé, mais dans le flot de son travail, ça ne le change pas obligatoirement sa manière de procéder. Donc ça ne change pas le degré de maturité de manière structurelle des équipes. Il faut des actions à côté. Voilà. Par contre, c'est très utile pour le contrôle. Voilà, parce que quand tu as un pentester qui passe, c'est pas du déclaratif, quoi. Lui, il te défonce l'appli, puis il te la retourne, et ça l'agite les pieds, mais bon, elle ne marche plus, quoi, l'appli. Donc voilà. Les essais en cours, c'est la création, et dans ce que je parlais tout à l'heure, elle a inspiré de chez Mozilla, les Security Champions, et on essaie aussi de pousser l'automatisation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par rapport là aussi aux tests statiques et dynamiques automatisés. On essaie, j'ai dit. Voilà. Et enfin, le récap. Grosso modo, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Le point principal, peut-être, c'est pas de la technique, c'est le sponsoring de haut niveau, quoi. Si vous n'avez pas votre DSI, votre DG derrière vous pour mener de manière dans le temps, le mot-clé c'est pérenne, quoi. Voilà, il faut vraiment que ça soit de forte intensité et dans le long terme pour que ça puisse vraiment aboutir. Voilà, désolé du dérapage, j'étais un peu bavard à certains moments. Si vous avez une question ou deux, mais vite, parce que sinon, Tristan, je vais lui manger son temps. Voilà. Donc, que ça ne vous prive pas d'une question au moins. Hein. Ouais. C'est laquelle? Les slides, je ne peux pas te le confirmer. Parce que j'ai pas eu l'accord pour la diffusion des slides a posteriori. Voilà. Non, je t'en prie. Super. Oui, c'est normalement... voilà. Je vais tout faire pour qu'il soit disponible. Voilà. Mais j'ai pas pour l'instant la validation formelle qu'ils le seront. Voilà, je vais être totalement transparent. Et d'ailleurs, j'intercepterai la mise en ligne de la presse en vidéo aussi, tant que j'ai pas le feu vert formel de ma hiérarchie. Voilà. D'autres questions? Eh bien, merci beaucoup.